Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Ça va? Ouais? Cool. On va démarrer en douceur. On est là pour une conférence de Tara. Merci à toi Xavier d'être venu. Et pour démarrer, je vais juste vous parler un petit peu de l'association Ocean Stream qui organise cet événement ce soir. Je sais que certains d'entre vous nous connaissent déjà, d'autres pas encore, ça dépend. Je voulais vous introduire un peu à ce qu'on fait et vous dire qui on est. On est une association qui a maintenant 1 an et demi, qui a été fondée suite à des recherches menées en Indonésie sur les récifs coralliens. Ça a été une grosse déception en fait, qui a permis la création de cette association. Au début, c'était un voyage de recherche qui se disait utiliser les récifs coralliens pour récupérer des données paléoclimatiques sur un volcan du XIIIe siècle. Enfin, je vous passe les détails. Et puis, il y a eu une question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on est légitime aujourd'hui à forer dans des récifs coralliens pour récupérer de la donnée scientifique sur une éruption ancienne, en sachant que les récifs coralliens sont menacés d'extinction à partir du moment où on atteint 2 degrés de réchauffement climatique, c'est 99% d'entre eux qui s'éteindraient à l'échelle du monde. Donc, il y avait une vraie question éthique qui s'est posée. Et la réponse est finalement venue d'elle-même, c'est-à-dire que c'était tellement plus intéressant d'étudier les impacts actuels des activités humaines sur les récifs coralliens que l'autre sujet de recherche est un peu passé à la trappe. En revanche, retour en France, ça a été un peu la déprime. Pour compenser cette déprime, on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait faire, et on a réfléchi. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'un projet. Le projet qui s'appelle Le Récif et qui est au cœur de l'association d'Ocean Stream. Le récif, ça consiste justement à aller regarder de très près un récif corallien qui se situe à l'autre bout du monde et d'aller en fait le filmer en continu si possible et ensuite d'essayer de l'amener dans le quotidien des gens à travers les écrans dont ils consomment régulièrement le contenu, afin qu'en fait, où que nous soyons et où quoi que nous faisons, nous puissions être en lien avec l'environnement marin, alors qu'on en est à des kilomètres, ou alors que c'est à côté de chez soi, mais qu'on ne le regarde jamais. Et donc que ce ne soit plus qu'une élite de plongeurs qui ait accès au monde sous-marin, mais que ce soit au contraire possible à toutes et à tous. Donc ça, c'est le projet qui a initié l'association. Et associé à ça, il y avait aussi l'idée de dire, eh ben, si on arrive à ce que des gens s'intéressent aux récifs coralliens et sont intéressés par le fait de le regarder, potentiellement, on peut leur demander est-ce que ça vous intéresserait de rémunérer des projets de conservation qu'on pourrait aussi raccorder à cette fenêtre sur l'océan. Et donc, c'est l'idée associée à cet aquarium digital, je dirais, donc de permettre à des acteurs de la conservation qui se battent partout dans le monde pour maintenir un peu de biodiversité, de leur donner les moyens d'agir. Je ne sais pas du tout si vous connaissez les chiffres, mais la conservation marine, en gros, fonctionne en moyenne avec 1/20 du budget dont elle a besoin partout. Donc, en gros, ils n'ont pas les moyens de faire ce qu'ils doivent faire, c'est préserver la biodiversité marine. Et il y a de plus en plus de pression anthropique parce qu'on construit sur les côtes, parce qu'on pêche plus, parce qu'il y a le réchauffement climatique, parce qu'il y a l'acidification des océans, parce qu'il y a plus de plastique. Voilà. Donc, il leur faudrait plus de moyens et malheureusement, aujourd'hui, ils ne les ont pas. Donc c'était un peu de créer ce lien en fait avec tout le monde, parce qu'en réalité, on dépend tous de l'océan chaque jour, à chaque minute, à chaque respiration. Je me doute que vous connaissez déjà ce chiffre, 80%, ou il y en a qui disent 70%, ça dépend, de l'oxygène qui est produit par le plancton, en gros par les océans. Donc si vous prenez 2 respirations, il y en a au moins une qui vient de l'océan. Maintenant, vous essayez de respirer 1 fois sur 2 et d'aller faire votre jogging, vous allez voir, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc on est en lien avec l'océan au quotidien et c'est ça qu'on cherche à montrer, à expliquer et à développer avec Ocean Stream en fait. Et donc dans le cadre de nos activités qui ont un peu évolué, on s'est orienté vers le plastique. Pourquoi le plastique? Parce que c'est un sujet extrêmement pertinent, d'actualité. Il y en a partout, il y en a tout le temps. On le consomme, on l'utilise. Et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui est au courant de sa nocivité et de son hyper-présence. Parce qu'il est assez caché dans nos poubelles. Et en creusant rapidement, en fait, on se rend compte que ce n'est pas du tout la solution. C'est pour ça que je vous ai posé quelques questions d'ailleurs. Il y a ceux d'entre vous qui se sont inscrits via Facebook, ils ont pu répondre à 2 petites questions sur le plastique. La première, c'est combien de millions de tonnes de plastique on produit par an? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de répondre à ça
Il n'y a pas de mauvaise réponse. Trop. Ah, sinon, il répond plus tard. Bon, bah voilà, on va attendre là. Est-ce que tu donnes aussi la réponse par rapport au pourcentage de ce plastique qui devient inutile après 3 ans d'utilisation, qui devient un déchet? Je ne sais pas. Bon, alors celui-là, je vais peut-être pouvoir le donner, à moins que quelqu'un veuille le faire. Non? Peut-être? Non, c'est en pourcentage. Sur la masse totale de plastique générée chaque année, combien de pourcents deviennent un déchet, donc il va falloir soit recycler, soit mettre à la poubelle, soit qui finit dans les océans. Quel est le pourcentage? On a 80, 80. Bon, c'est un pourcentage élevé. Heureusement, c'est pas autant, c'est 50%. C'est que 50%, donc ça va. Et c'est 50% de 400 millions de tonnes. Voilà. Et juste pour vous donner pour une idée, parce que 400 millions de tonnes, enfin, qui sait ce que ça représente 400 millions de tonnes? Je suppose que c'est chez vous, vous n'avez pas 1 million de tonnes. Donc pour vous donner une idée, la France, chaque année, produit 5 millions de tonnes de plastique. D'accord? Ça, c'est la consommation annuelle globale de la France. Et à l'échelle mondiale, ce sont au moins 8 millions de tonnes par an qui vont directement dans l'océan. D'accord? C'est 1,5 fois toute la consommation française de plastique qui va direct dans la mer, sans traitement, sans rien. Et ce qui est assez génial aussi, ou ce qui est assez désolant, ça dépend des gens, c'est que sur ce que nous consommons en plastique, j'ai mon petit 100%, et bien on va dire que sur ces 100%, je vais avoir en Europe 40% qui vont être recyclés. Le problème, c'est que sur ces 40% de recyclés, déjà, il y a 50% qui vont redevenir des déchets qui ne sont pas recyclables parce qu'ils sont contaminés, parce que ça a été mal collecté, mal trié, tout ça. Donc en réalité, c'est que 20% qui vont être réellement recyclés. D'accord ? Ensuite, on a un autre 40% qui va être mis en décharge. Alors la décharge, c'est considéré comme un moyen viable pour gérer le plastique. Vous avez entendu parler de la décharge du Havre? Peut-être pour certaines ou certains. La décharge du Havre, en fait, donc le Havre, ville de notre cher Premier ministre, en tout cas il était maire à une époque, aujourd'hui elle se déverse dans l'océan parce que la mer, comme elle monte, elle est venue manger un peu la falaise qui protégeait la décharge de la mer, et aujourd'hui du coup cette décharge se déverse dans la mer. Et ça, c'est juste un exemple d'une décharge. On peut imaginer que comme on met 40% de plastique dans des décharges, les générations futures, que ce soit l'océan, que ce soit d'autres phénomènes naturels, seront amenés à devoir gérer ces 40% de nos déchets plastiques qui sont enfouis, potentiellement. Bonne chance à eux, évidemment, hein. Ils en auront besoin. Et sur les pourcentages qui restent, donc on avait dit 40% de recyclés, 40% de mis en décharge, et puis pour le reste, en gros, c'est incinéré. Donc l'incinération, c'est super parce que le plastique disparaît. Hein, on va reprendre Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va juste dans l'atmosphère et que c'est du carbone. Donc émission de CO2 et réchauffement climatique associé. Voilà. Donc après, ces chiffres, ils vont varier un peu en fonction des pays, en fonction de où est-ce que vous êtes. Plus vous êtes dans un pays développé, plus c'est recyclé. Plus vous êtes dans un pays en développement, moins c'est recyclé. Plus vous êtes pauvre aussi, et plus vos déchets vont directement dans la nature. Plus vous êtes riche, et plus ils vont directement dans une belle poubelle, et ensuite ils vont dans une belle décharge. Voilà, c'est ça qui change, en gros. Donc vous avez meilleure conscience quand vous êtes riche, forcément. Hein. C'est plus facile. Par contre, vous produisez aussi beaucoup plus de plastique. C'est-à-dire qu'en gros, un Italien, il va mettre 2 jours pour produire la consommation de 1 mois de plastique d'un quelqu'un, c'était du Ghana ou Sénégal, dans ma mémoire. Donc ça vous donne un peu une idée de la responsabilité aussi associée à votre pays, à votre niveau de richesse. Voilà. Et donc, sur ces superbes chiffres, je voulais juste vous parler rapidement, avant de donner la parole à Xavier, de plusieurs événements qui vont avoir lieu en lien avec le projet donc Mon Beau Plastique, qui est monté par l'association. Donc Mon Beau Plastique, c'est une superbe référence à Noël pour ceux qui n'avaient pas compris. Voilà, parce qu'à la place d'un sapin du Morvan qui a été poussé en agriculture monoculture intensive, vous pouvez aussi faire un sapin en plastique, c'est ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, on l'a fabriqué avec des déchets qui viennent de la Côte d'Opale, ramassés par une super équipe de hyper motivés. Il y avait grand vent, il faisait froid, mais il faisait très beau. Et donc, on s'est bien amusé. Pendant 1 heure, on a récupéré tellement de déchets qu'il a fallu à 4 personnes pendant 48 heures pour tout trier, tout nettoyer.
et avec juste 1 heure de ramassage. Et donc ces déchets qui ont été collectés sur la côte d'Opale, on les a ensuite ramenés à Paris, et là on a fait des ateliers de décoration de Noël. C'est super. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller acheter des boules, ni des guirlandes. On récupère le produit local, hein, c'est vachement bien. Et avec ces décorations de Noël, c'est des super petites bébêtes, vous verrez, vous pouvez aller voir nos pages YouTube, ou enfin Facebook ou Instagram. On va aller décorer un sapin. Un sapin qui très certainement se trouve place du Panthéon à l'heure qu'il est, dans le froid et la nuit. On pense à lui. Et si ça vous intéresse, eh ben, on vous invite à vous joindre à nous. Ça aura lieu dimanche prochain et vous trouverez plus d'informations de nouveau sur notre page Facebook. Voilà, vous pouvez aussi me demander à la fin de la conférence. Et sinon, vous trouverez aussi des conférences, d'autres qui auront lieu à la Sorbonne, le 9 et le 10. Mais je vous laisse aller trouver des infos là-dessus sur notre page plutôt que vous donner trop d'infos d'un coup. Voilà. Eh ben, merci de m'avoir écouté. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi après cette conférence. Et maintenant, place du coup à Tara, à Xavier et au microplastique. Voilà. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors d'abord, je vais vous présenter Tara parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas. Si je fais un petit sondage comme ça, combien de personnes connaissent Tara dans la salle ? Ah, c'est pas mal. Ah ouais, bien. Bon, bah, je vais quand même réexpliquer pour ceux qui ne savent pas. Mais je vais faire relativement vite. Donc Tara, c'est le bateau que vous voyez en silhouette, là, juste derrière moi. Alors ça, c'est le titre de la petite conférence, Plastique en mer, les solutions sont à terre. Bon, voilà, c'est un petit teasing de la conclusion. Et puis, je vais vous passer un petit film rapide qui raconte un peu ce qu'est Tara en très peu d'images. D'abord, on voit le bateau, du coup. Donc c'est un grand voilier de 36 mètres de long, 10 mètres de large, et qu'on voit naviguer dans une zone polaire. Donc c'est un voilier polaire avec lequel on fait des expéditions diverses et variées, là sur le corail. Ça, c'est les deux fondateurs, Agnès B et son fils, et Ban Ki-moon à New York, qui était venu à bord du bateau. Je leur dirai 2-3 mots. Le bateau dans une position très particulière, coincé dans la banquise. Il a été fabriqué pour ça, ce bateau. Et donc là, c'est le début de l'hivernage. On voit que la banquise bouge. Et là, c'est la banquise pendant l'hiver. Donc le bateau était là pour l'exploit de faire une dérive arctique, mais aussi pour collecter de l'information. On a vu des instruments qui étaient mis à l'eau à l'arrière du bateau. Donc il y a eu d'autres expéditions, une en particulier sur le plancton, qui a duré 4 ans en tout, en deux grandes parties. Donc là on voit ce qu'on appelle une rosette qui permet de collecter du plancton jusqu'à 1000 ou 2000 mètres de profondeur si on a envie. Et les scientifiques qui travaillent, des filets à plancton. Voilà, c'est une expédition qui a été suivie par une autre expédition sur le plastique en 2014 en Méditerranée. Voilà, donc on voit quelques images de la collecte de cette collecte. Voilà. Et ça, c'est d'autres images, d'autres activités, c'est-à-dire la rencontre des gens là où on va, la rencontre des enfants qui viennent visiter le bateau. Voilà, donc en 2 minutes, vous avez toutes nos activités, c'est-à-dire la science, avec les sujets qu'on aborde, c'est-à-dire le corail, le plancton, le plastique et la question climatique. Ça, c'est pour la science. Ensuite, il y a la sensibilisation du public et l'éducation qu'on a vu, et avec l'image de Ban Ki-moon, toute la question du plaidoyer, c'est-à-dire d'essayer de faire revenir vers les politiques, vers les décideurs, tout ce qu'on a appris en mer, tout ce que les scientifiques nous apprennent à l'issue de nos expéditions, parce qu'on peut arriver auprès d'eux avec une crédibilité scientifique importante qui permet d'ouvrir pas mal de portes en fait. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on arrive beaucoup mieux à les faire bouger, parce que ça ne suffit pas non plus de leur raconter les trucs, mais ça permet d'ouvrir des portes en tout cas.
Donc voilà pour une présentation rapide du bateau et du projet de la fondation. Voilà, bon, donc vous avez compris que Tara est un bateau polaire. Si je ne m'appesantis pas là-dessus, on pourra en reparler si vous avez des questions après, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça c'est le début, c'est en 2006 quand il a été installé sur la banquise pour faire une dérive arctique qui a duré pendant 507 jours. Il est ressorti au bout de 507 jours de l'autre côté de la banquise. Voilà, et donc scientifique, là on le voit avec deux grands défilés bongo qui servent à récolter du plancton. Alors nous on fonctionne par expédition. Je vais juste revenir sur... Il y en a 4 majeurs. La première est à droite, c'est le petit liseré bleu qui passe sur la banquise, là, qui est cette dérive arctique en 2006-2008. En 2009, entre 2009 et 2013, il y a eu l'expédition sur le plancton où on est allé partout dans le monde, dans tous les océans du monde. Ensuite, il y a eu Tara Méditerranée, que vous voyez là, je vais vous montrer d'autres cartes, et où on a travaillé sur le plastique. Et la dernière, avant-dernière, parce qu'on a fait une mission là de 6 mois récemment, où le bateau a fait 100 000 km dans le Pacifique autour du corail. Voilà. Alors, à chaque fois, il y a un thème particulier à une expédition, mais ça ne veut pas dire qu'on fait que ça. C'est-à-dire qu'au moment du corail, on fait aussi du plastique quand ça nous prend. On travaille aussi sur le plancton. Et donc là, vous avez... je vais vous montrer quelques endroits où en fait Tara a collecté. Hop. Voilà, donc sur cette expédition, on a eu 4 points où on a collecté à différents endroits. Donc on a collecté du plastique en Arctique. On a un petit souvenir ému des Maldives où on était arrivé dans un chantier en urgence parce qu'il y avait un problème sur le bateau et où ils sont arrivés de nuit et le matin en se réveillant, ils se sont retrouvés en face de la décharge des Maldives. Alors c'est pas les jolis motus sympas avec les eaux bleues, etc. C'est celle qui est en arrière. C'est là où il y avait le chantier naval et où ils ont trouvé une île de déchets. Qui servaient les déchets, qui étaient plus ou moins brûlés et souvent embarqués par le vent et par les vagues, bien entendu. Et donc, il y en avait absolument partout. Donc, c'était un souvenir ému de ça. Et puis, on a aussi collecté en Antarctique. À l'époque, on avait sorti un article qui était intéressant, c'est-à-dire qu'on avait montré que au-delà du grand courant circumpolaire qui entoure le continent antarctique, il y avait aussi du plastique, alors qu'on pensait que le plastique n'arrivait pas à passer la barrière du courant. En fait, on a trouvé des concentrations pas très élevées, ça allait de 4000 à 40 000 morceaux par kilomètre carré, mais il était là, quoi. Le plastique était là, indubitablement. Et donc dans cette expédition, on a aussi passé par le fameux 7e continent, que je n'aime pas appeler comme ça, parce que ça n'est pas un continent, on pourra y revenir. Mais en tout cas, dans cette zone du Pacifique Nord, où il y a une concentration de déchets plastiques, de micro-déchets plastiques que vous ne voyez pas quand vous passez, mais que quand on en ramasse, là, on n'est plus dans 40 000 morceaux par kilomètre carré, mais on peut aller jusqu'à 1,8 million, 2 millions de microplastiques par kilomètre carré. Voilà, donc on est passé là. Ensuite, on est allé en Méditerranée, uniquement pour s'intéresser au plastique. Et donc là, on en a collecté partout, en fait. Bon, là, c'était un peu pour la blague de vous mettre des petits ronds un peu partout, mais du coup, on a sillonné la Méditerranée pendant 7 mois. Il n'y a pas un seul filet qu'on ait remonté qui était sans plastique. Voilà. Donc il y avait des concentrations variables. Les plus fortes étaient autour de 1,5 million, 1,5 million par kilomètre carré, et avec d'autres qui étaient plus basses. Voilà. Et dans le Pacifique, donc même chose. On a retravaillé sur le plastique. Et donc il y avait trois endroits en particulier dont on peut se rappeler. On est repassé une nouvelle fois dans le fameux 7e continent. Je me souviens aussi d'images de plages du côté du Panama où les oiseaux faisaient leur nid avec des bouts de plastique qu'ils trouvaient dans le milieu. Et pareil, Ducie Island, c'est dans les Pitcairn, pour ceux qui connaissent. C'est des îles où il n'y a personne, et Ducie Island, c'est une île totalement déserte qui est couverte de plastique. Il y a une très jolie plage avec énormément d'oiseaux, mais c'est couvert de plastique. Voilà. Et c'est extrêmement loin de tout. Voilà. On est à 4000 km de l'Amérique du Sud, là, à cet endroit-là.
Et donc on n'a que des petites îles tout autour. Bon, le foyer le plus important de population, c'est la Polynésie française, qui est à un bon 1500 km. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour vous dire le parcours qui est fait et pour dire aussi que ça fait 10 ans avec Tara qu'on travaille sur le plastique, qu'on recueille essentiellement des microplastiques. Donc des microplastiques, c'est des petits morceaux qui font entre 0,1 micron et 5 mm. Voilà, donc on va mettre des filets, on va ramasser ça et on va regarder ce que c'est comme type de plastique, on va regarder ce qui vit dessus, parce qu'en fait il y a une vie sur le plastique. Il y a des bactéries d'abord qui s'installent, il y a des algues qui s'installent. Donc on regarde tout ça et on essaye de mesurer, de cartographier, de mesurer les conséquences, de voir s'il y a des bactéries pathogènes dessus, etc. Voilà. Donc il y a plein de champs de recherche différents autour du simple ramassage de petits morceaux de plastique qui flottent à la surface, quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt pour vous donner un peu l'historique de notre rapport au plastique dans les océans. Voilà. Alors, juste un petit rappel et une petite provocation au passage. Le plastique, c'est fantastique. Et c'est vrai, c'est fantastique. C'est un matériau incroyable. Je vous ai fait une petite énumération des trucs formidables. C'est-à-dire que ça peut être dur, ça peut être mou, ça peut être fin. On peut faire des fils, on peut faire des films avec. C'est plastique, du coup, c'est malléable. C'est peu dégradable, ça c'est une grande qualité pour le plastique, on en a besoin. Si on met de la nourriture dedans, on a besoin qu'elle ne se dégrade pas et que ça pourrisse pas, c'est utile, enfin on a une utilité pour ça. Ça peut être liquide, on en met dans des peintures, et puis alors ça d'autres trucs super, c'est que c'est pas cher et que c'est abondant. Voilà, donc c'est une petite provocation, mais à dessein, c'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'il y a du plastique absolument partout. C'est pour toutes ces raisons que le plastique est un matériau qui a été choisi et poussé par les industriels de la pétrochimie, parce que c'était un débouché. D'abord, c'était un débouché formidable, mais ça accompagnait notre développement économique, notre développement de bien-être, de manière, comment dire, adéquate, hein, j'imagine. En fait, on pourrait dire ça comme ça. En tout cas, c'est dans la pensée telle qu'on imagine. Tel qu'on imaginait, parce que c'est de moins en moins vrai, mais tel qu'on imaginait le développement des sociétés, le plastique était un matériau vraiment absolument formidable. Voilà. Sauf que on n'a pas pensé aux conséquences, hein. En tout cas au début, ça a commencé à peu près dans les années 50, hein. Donc on est à bientôt 70 ans de fabrication du plastique. Au début, c'était 1,5 million de tonnes par an, et on arrive effectivement autour de maintenant de 400 millions de tonnes par an de plastique fabriqué. Donc c'est devenu massif, et c'est devenu un matériau qui est utilisé de manière exagérée, de plein de manières, de plein de façons. Voilà, de plein de façons différentes. C'est-à-dire qu'on prend des objets qui ont une durée de vie extrêmement courte, on prend des trucs à usage unique, on met du plastique parce que c'est un matériau qui va remplacer quelque chose d'un peu plus cher, mais ça va être moins vertueux. Enfin, voilà. Donc cette industrie s'est archi développée, est devenue extrêmement puissante et est capable de proposer finalement à des fabricants un matériau facile à utiliser, pratique, très malléable, et du coup les fabriques et peu cher, donc avec des marges de manœuvre économiques importantes. Voilà, ça c'est important je pense que c'est important de le rappeler, parce que ça vient pas d'une malveillance entre guillemets au départ d'avoir fait du plastique. Voilà. Maintenant on se rend compte qu'il faut faire machine arrière parce que ça pose des tas de problèmes, mais le démarrage de la question est pas là en fait. C'est pas une malveillance. Voilà, donc c'est fantastique, mais pas dans les océans. Et on va faire un petit état des lieux. Alors, état des lieux. L'infographie est un peu ancienne. Donc, ça, c'était 2015, où on disait 270 millions de tonnes de plastique par an. Effectivement, on est autour de 380 millions maintenant. Hein, donc, en pas longtemps, hein, en 4 ans, 5 ans. On a encore augmenté énormément les volumes de plastique fabriqués. Voilà, donc je vous passe toute la chaîne, mais effectivement,
on estime que dans l'océan vont se retrouver chaque année 8 millions de tonnes de ce plastique. 8 millions de tonnes, pour donner une petite idée de ce que ça peut représenter, et c'est comme ça que je le fais d'habitude, c'est qu'on prend un camion poubelle, on le remplit à ras-bord de plastique, et on en déverse un toutes les minutes pendant un an. Toutes les minutes, un H24, il n'y a pas de week-end, etc. On déverse ce camion poubelle, voilà, toutes les minutes, il y en a un qui est déversé, et on arrive à peu près aux 8 millions de tonnes. Voilà. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et qu'est-ce que devient ce plastique? Alors ça, c'est intéressant aussi à voir. Dans l'état, à la surface, on va en retrouver sur 90% de la surface du globe. Donc là, la carte est juste, c'est juste pour donner une idée des quantités. C'est pas du tout les localisations du plastique, hein. C'est juste pour, voilà, dans 90%, sur 90% de la surface, on va trouver des microplastiques ou des macrodéchets, hein. Il peut y avoir aussi des macrodéchets dans ces endroits-là. Mais on en trouve, voilà, sur cette surface-là. Il y a plusieurs expéditions qui ont montré ça. Voilà. Et avec une localisation, là, pour le coup, un peu plus précise, qui est rassemblée autour des phénomènes qu'on appelle les gyres. Donc je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc il y a des grands courants. C'est vraiment des grands courants. C'est pas un tourbillon, mais c'est des grands courants qui tournent. C'est lié à la rotation de la Terre, au fait qu'il y ait des continents et au mouvement du vent. Et donc du coup, le plastique se retrouve préférentiellement dans certaines zones de l'océan. Et donc on voit ici, donc il y en a une dans le Pacifique Nord, qui est historiquement l'endroit où on a découvert le plastique dans les océans. Il y en a une dans le Pacifique Sud, et pareil, Atlantique Nord, Atlantique Sud, Océan Indien. Et puis il faut rajouter évidemment la mer Méditerranée, qui est une des mers aussi les plus concentrées en plastique, parce que on le voit là-bas, mais c'est une mer fermée. Et donc du coup, dans une mer fermée, le plastique ne s'échappe pas. Alors d'autant que c'est 25% du trafic maritime mondial, la Méditerranée, c'est 250 millions de personnes qui vivent autour, et historiquement c'est un des foyers de notre civilisation, et donc du coup les implantations humaines y sont importantes, bien développées, et voilà. Et donc c'est un endroit où il y a beaucoup de plastique aussi. Voilà, donc on pourrait le rajouter à la liste des 5 gyres, voilà, sauf que le phénomène c'est pas lié au courant, c'est lié au fait que la mer est fermée. Le plus concentré, même si ça ne se voit pas très bien sur cette simulation, c'est le Pacifique Nord. Et c'est là où on va trouver des concentrations de 1,8, 2 millions de microplastiques par kilomètre carré. Voilà, ça, ce sont ces endroits-là. Voilà, et donc, dans les autres endroits, il y a du plastique, mais qui va circuler d'un endroit à un autre, qui a sa vie de plastique, hein, qui certaines fois va tomber au fond des océans, etc. Alors, par contre, à la surface, sur ces 8 millions, voilà, ce que ça représente, c'est 1% du plastique qu'il y a dans les océans est à la surface. Les 99% sont ailleurs. Alors, il y a plein de chiffres qui circulent, qui sont différents, et pour l'instant, je pense que la réalité scientifique n'est pas très bien établie sur ces questions-là. On a, j'ai revu là, avant de venir, des chiffres qui annoncent qu'il y en a 94% qui sont au fond. Honnêtement, je pense qu'on ne le sait pas. C'est des chiffres à la louche. Sans doute il y en a beaucoup qui sont au fond, mais on ne sait pas trop. Donc je vais vous énumérer assez rapidement l'ensemble des endroits où on peut en trouver. Donc le fond de l'océan. Vous avez une jolie image là, qui a été prise à 450 mètres de profondeur. De mémoire, c'est en Méditerranée. Dans des canyons. Les canyons, c'est pratique, hein, c'est un endroit d'accumulation, c'est-à-dire que le plastique va tomber et puis il va jamais remonter tout seul avec ses petites mains. Et donc, dans la plupart des canyons sous-marins de Méditerranée et sans doute du monde, on va se retrouver avec des vraies décharges où le plastique, petit à petit, va s'accumuler sous toutes les formes qu'on veut, hein. Donc là, on a des espèces de grandes bâches, mais on peut trouver des champs de bouteilles plastiques, on peut trouver des tas de choses. Il y a des photos toutes plus atroces les unes que les autres. Voilà. Et là, c'est 450 mètres. On trouve aussi du plastique à 11 000 mètres de profondeur, dans la fosse des Mariannes, qui est l'endroit le plus profond de la Terre, hein. À 11 000 mètres, on a des photos récentes de sacs plastiques qui sont à ces endroits-là.
Donc à ces endroits-là, le problème principal, c'est que il fait froid. Il fait froid, il y a peu d'activité bactérienne, il y a peu de mouvement, et donc à ce moment-là, il va rester très longtemps. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune dégradation, il va juste s'accumuler et très très peu bouger, quoi. L'autre problème, c'est qu'on ne pourra pas aller le chercher. 450 mètres, il faut des sous-marins particuliers, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande de la main-d'œuvre, ça demande de l'argent. On ne va pas nettoyer ces endroits-là. Ces endroits-là sont condamnés à rester comme ça. Voilà, donc bien entendu, on en trouve aussi dans les sédiments. Dans les sédiments, ça c'était une surprise de certains scientifiques qui faisaient des carottes de sédiments au fond de l'océan. Alors là, pas du tout forcément dans des zones de canyon, mais ça peut être dans des zones de plaine. On fait des carottes de sédiments pour étudier le fond, l'accumulation de carbone, pour étudier toute une série de choses. Et ils se retrouvaient avec des petites billes colorées dont ils n'avaient pas la provenance. Ils ont fini par comprendre que c'était du plastique. Et donc dans des endroits tout à fait improbables. C'est-à-dire qu'on trouve du coup ces petits microplastiques, dont certains étaient à la surface, à un moment donné vont finir par migrer vers le fond et se retrouver piégés dans les sédiments. Et donc là, pareil, très peu de mouvements possibles. Récemment, il y a aussi une surprise, c'est qu'on en a trouvé dans la banquise. Donc c'était sans doute du plastique qui a été ramené par les vents au contact de la banquise, qui s'est mis à geler, et donc à intégrer la glace, quoi. On a trouvé, là, c'est un article qui est sorti il n'y a pas longtemps, où on trouvait 12 000 particules de plastique par litre. Donc là, du coup, des quantités énormes de plastique, sans doute dues à l'accumulation du plastique le long de la banquise déjà formée. Voilà. Et donc là, pour le coup, on ne sait pas estimer le stock de ces microplastiques qui sont pris dans la banquise. Est-ce qu'ils ont eu de la chance, ils sont tombés pile au bon endroit où il y en avait, ou est-ce qu'il y en a un peu partout? Ça, c'est extrêmement difficile à estimer. Pour l'instant, moi, j'ai rien vu là-dessus. Il faudrait faire une campagne systématique de récupération du plastique tout autour de la banquise arctique pour essayer d'avoir une idée du potentiel de plastique prisonnier et libérable dès que la glace fond, en fait. Et combien de temps, combien de temps, voilà, il manque plein d'informations là-dessus. Alors autre chose, du plastique, c'est bien le microplastique, mais il y a une échelle encore en dessous, le nanoplastique, que je peux pas vous montrer, donc j'ai mis un petit microscope. Nanoplastique, c'est moins de 0,1 micron, moins de 100 nanomètres. Donc c'est vraiment petit. C'est-à-dire que c'est des petites chaînes de polymères carbonés qui sont détectables en fait chimiquement en fait. Là, du coup, on ne va pas le détecter en le ramassant avec un filet. Il faut faire une analyse chimique de l'eau pour se dire tiens, là, il y a du nanoplastique. Et là, pour le coup, les connaissances sont quasi nul là-dessus. C'est-à-dire que quelle quantité, est-ce que toute partie du plastique est devenue tous les microplastiques qui petit à petit se délitent deviennent tous des nanoplastiques. Que deviennent-ils ces nanoplastiques? Est-ce qu'ils flottent? Est-ce qu'ils flottent pas? Est-ce qu'ils sont dans toute la colonne d'eau de 0 jusqu'à 4000 mètres de profondeur ou 11 000 mètres de profondeur? Honnêtement, on ne sait pas le dire. Est-ce qu'ils font vraiment maintenant partie de la chimie de l'eau, en fait? C'est presque ça la question. Et donc ça, pour l'instant, il n'y a pas d'estimation de ça, mais il y en a. Voilà. Et voilà, l'estimation de la quantité, pour l'instant, j'ai aucune donnée à vous donner là-dessus. Alors on les retrouve aussi dans la chaîne alimentaire et donc dans les organismes. Alors je vous ai évité les photos horribles d'albatros morts avec plein de plastique dans l'estomac, des poissons aussi. Voilà, je vous ai évité ça. J'ai préféré vous montrer le début de la chaîne alimentaire en fait. Là c'est un copépode, donc c'est un tout petit crustacé planctonique. Il y en a des milliards et des milliards dans l'océan. Et donc vous voyez là par fluorescence, il a deux petits morceaux de plastique dans le tube digestif. Voilà. Alors on estime que la plupart du temps il va l'excréter, voilà, sauf s'il est trop gros et que ça lui bouche les intestins et qu'il finit par en mourir. Mais probablement il va les excréter. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est relâché dans le corps de l'organisme? Il y a très peu de données aussi là-dessus. C'est très compliqué à obtenir ça.
Mais en tout cas, voilà, il y a une preuve par l'image, et on en a plein en fait maintenant. On s'aperçoit que sans doute un copépode sur 10 a un morceau de plastique à l'intérieur de son corps. Et quid des nanoplastiques, ça c'est même pas abordé en fait. Donc ça, on n'a pas les données là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ces organismes-là, qui sont au contact direct, qui ont la même taille que les microplastiques, vivent avec le plastique, ingèrent le plastique. Ce copépode va être mangé par un poisson, par un organisme un peu plus gros, qui va l'ingérer avec son plastique, et ça va transiter dans l'estomac de plusieurs organismes au fur et à mesure. Voilà. Et pour finir, on en retrouve quand même une partie de ce qui est tombé dans l'eau, on va le retrouver sur les plages. C'est-à-dire que la plage est un lieu de mouvement, de ramassage de plastique pour le ramener dans l'eau, mais aussi de report de plastique vers la terre. Enfin, c'est une zone de balancement de ce plastique-là. Les derniers chiffres que j'avais vus disaient que 5% de ces 8 millions de plastiques se retrouvaient à un moment sur une plage. Honnêtement, je ne sais pas très bien ce que valent ces chiffres. Mais c'est une grande quantité. Alors c'est moche, mais j'ai souvent l'habitude de dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que c'est super facile à ramasser. Contrairement à celui qui est à 450 mètres de profondeur qu'on n'ira jamais chercher, celui-là, on peut le faire avec des moyens très faibles, avec des bras, avec des sacs, avec tout ça, on peut ramasser. Donc c'est moche, ça revient au fur et à mesure, mais c'est un moyen de le ramasser. En tout cas, c'est un moyen de nettoyage de l'océan qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut utiliser au contraire, parce que c'est extrêmement simple. Voilà. Bon, ça ne fait pas plaisir quand on a décidé d'aller mettre sa serviette là, sur cette plage. On a moins envie là d'un seul coup en fait. Voilà. Donc ça résume un petit peu les endroits où on trouve du plastique dans l'océan. Oui. Il n'y a pas de question bête. À quoi ça sert de les ramasser? Là, sur la plage? Non, ça sert surtout qu'ils ne soient pas réembarqués dans l'eau, en fait. Et alors, donc, on peut parler du système de gestion des déchets après, mais normalement, si on peut l'extraire du milieu naturel et le mettre dans un système de gestion des déchets qui soit plus vertueux, c'est mieux quand même. Voilà. Alors, si le système de gestion des déchets ne l'est pas, ça sert quasi à rien, c'est sûr. Ça répond à votre question? Ça ne vous convainc pas? Alors, quelles conséquences? Alors, les conséquences, il y a aussi beaucoup de flou en fait sur les conséquences. C'est pas si précis que ça en fait. Donc, il y a des choses très directes. Voilà, donc 1 million d'oiseaux, 100 000 mammifères marins tués chaque année. Donc voilà, ça c'est une estimation, c'est très direct. C'est mécanique en fait. C'est un mammifère marin qui est prisonnier dans un filet, c'est un qui va se retrouver étouffé par un sac plastique, c'est une tortue qui va être aussi faire une occlusion intestinale parce qu'elle mange les sacs plastiques qui passent à sa portée parce qu'elle pense que c'est des méduses. C'est des oiseaux qui vont ingérer trop de plastique et qui du coup n'auront pas leur apport énergétique normal avec la ration d'une ration alimentaire normale et qui vont s'affamer petit à petit. Donc voilà, ça compte ça. Voilà, donc c'est une mortalité directe. Ça, c'est une des conséquences. Deuxième conséquence, le transport d'organismes. Alors ça, c'est des fois ce que les scientifiques avec qui je parle disent qu'en général, c'est le plus inquiétant, en fait. C'est-à-dire que sur un petit morceau en plastique, là-dessus, comme ça, vous avez plein d'organismes qui s'installent. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un film bactérien, il y a un mini-écosystème bactérien qui s'installe. Certains vont manger un peu le plastique, certains profitent de la luminosité. Ça fait un petit radeau qui est sympa, le plastique, ça reste à la surface, il y a de la luminosité, on peut se développer. Il y a des algues qui se développent aussi. En général, tous ces organismes-là sont en général des organismes qui vivent sur les rochers, pas très loin de la côte, et qui ont l'habitude d'être dans une zone où il y a de la lumière, et puis ils ont besoin d'un support pour s'installer. Et donc vont se retrouver ces organismes-là sur des bouts de plastique et qui vont être emmenés au gré des courants extrêmement loin. Donc ils peuvent voyager pendant longtemps,
et ils peuvent voyager extrêmement loin. C'est-à-dire que du coup, une des craintes, c'est que dans ces organismes-là, il puisse y avoir des bactéries qui sont pathogènes d'un coquillage, d'un poisson, et qui vont se retrouver à un endroit où ils ne sont pas connus, et où donc les poissons n'ont pas les défenses immunitaires pour se protéger de ce genre d'intrusion. C'est-à-dire que du coup, on crée en fait des organismes qui deviennent intrusifs. Hein. Il y avait une constatation de fait après Fukushima et après le tsunami qui avait précédé. Et ils avaient retrouvé des déchets aux États-Unis quelques mois après, et où ils retrouvaient des espèces qui n'étaient absolument pas connues. Il y avait une cinquantaine de bactéries sur un seul morceau de plastique. On retrouvait une cinquantaine de bactéries qui n'étaient pas du tout répertoriées en Amérique du Nord. Voilà, donc ça c'est quelques images pour vous montrer. Ça c'est une diatomée. Donc une diatomée c'est une petite algue unicellulaire qui s'est accrochée gentiment sur le plastique et qui profite de la luminosité agréable. Voilà, une autre image. Ça c'est les bactéries. Elles sont intéressantes à plus d'un titre parce qu'en fait on voit qu'elles ont fait des trous en fait à l'intérieur et en fait on sait qu'elles sécrètent une sorte de liquide qui va commencer à digérer, à fractionner le plastique, et elles vont ingérer des petits morceaux de plastique et casser des liaisons carbone pour récupérer de l'énergie. Donc quelque part elles se nourrissent du plastique, mais à un rythme extrêmement lent. Mais petit à petit elles font des trous dedans, ce qui contribue aussi au fractionnement du plastique et à la fabrication de tout petits morceaux. Voilà. Mais donc à un moment donné, en découvrant ce genre de choses, de bactéries qui faisaient ça, les scientifiques se sont dit c'est chouette, on va peut-être trouver une solution qui va nous permettre de dégrader facilement le plastique. Et pour l'instant, leur discours est plutôt de dire que c'est vraiment trop lent. Et en plus, ces bactéries-là, elles le font par défaut. C'est-à-dire qu'elles vont manger ce plastique à défaut d'autre chose. Et donc, si dans le milieu, dès qu'il y a autre chose, elles vont se développer sur une matière organique beaucoup plus facile à manger. Donc là, voilà, c'est une image de ça, mais ce n'est pas une solution en soi. Alors, pour illustrer aussi le transport des organismes, si ça veut bien avancer, voilà. Là, c'est une petite simulation qui dure 1 an. Vous avez un petit compteur de temps là, sur votre droite. On a mis 10 morceaux qui sortaient de chaque fleuve tous les jours, et on a regardé ce que ça donnait avec les courants. Et donc là, on voit le Rhône, je ne sais plus là-haut, le Pô. On voit en bas du Nil, et je pense que c'est le Danube en jaune. Et on voit comment se répartissent, au gré des courants, finalement, ces 10 petits morceaux qui, de manière aléatoire, vont circuler en Méditerranée. Et donc, vous voyez qu'en 1 an, il y a particulièrement ceux qui sortent du Rhône, vont faire 2000, 3000 km. Ça va extrêmement vite, en fait. Donc là, dans cette simulation, on n'a pas prévu la sortie par Gibraltar. On a évité ces courants-là, mais il y en a aussi. Voilà. Et par contre, on voit de manière assez étonnante que en bas sur le Nil, là, il y a très peu de courants. C'est un endroit qui bouge très peu. Donc tout ce qui sort du Nil, apparemment, stagne fortement. Je serais curieux de voir les sédiments à la sortie du Nil. Ça doit être quelque chose d'intéressant. Voilà. Voilà. Bon, donc ça c'est une bonne illustration de ce mouvement-là. Voilà. Bon, ça reste qu'une stimulation, mais ça donne une idée du chemin que peut parcourir un tout petit morceau de plastique de manière très simple, juste par le jeu des courants. Donc voilà. Donc j'ai parlé du transport, j'ai parlé que je me rappelle plus de ce que j'ai dit. Pardon. De la destruction de la biodiversité et des organismes dans les conséquences. Une autre conséquence, c'est la contamination de la chaîne alimentaire qui va jusqu'à nous. Donc là, juste un petit dessin pour illustrer ça. Alors pour le poisson, c'est pas si flagrant, c'est-à-dire que la plupart des poissons, enfin les poissons qu'on mange, on enlève l'estomac. On a peu de chances de manger du plastique directement. Par contre, si on se fait des fricassées de sardines qui sont toujours agréables l'été sur la plage,
Et si on mange des moules ou de tout coquillage, qui sont des animaux filtreurs, hein, qui vont absorber de l'eau de manière continue pour récolter du plancton, eh ben, on va avoir des morceaux de plastique. Donc on a des bonnes chances quand on prend une assiette de moule de manger soi-même du plastique. Voilà. Donc contamination de la chaîne alimentaire jusqu'à nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas indemne de ça, c'est-à-dire que ce qu'on a jeté nous revient d'une manière ou d'une autre. Je peux rajouter que même dans l'air, un scientifique là, qui a travaillé avec nous a montré que dans les zones où il y avait de fortes concentrations de plastique en mer, on y retrouvait des concentrations aussi élevées dans les aérosols de plastique aussi. Donc ça nous revient aussi par l'air, le plastique. Voilà. Avec des effets, et là pour le coup je ne m'étends pas trop là-dessus, parce que les effets en fait toxicologiques sont très très mal connus. Là je vous mets juste quelques exemples. Voilà, on sait qu'on retrouve du phtalate dans la peau des baleines, dans la peau et dans la graisse des baleines, ce qui veut dire que le phtalate c'est un additif très courant dans les plastiques. On sait qu'on va en retrouver. On ne sait pas si ça a une conséquence directe sur la santé de la baleine elle-même. Ça, on n'a pas d'estimation de ça. On a montré que le bisphénol était soupçonné de problèmes de santé humaine, mais toujours, voilà, c'est toujours, comment dire, ça manque de preuves très fortes, et il y a toujours discussion sur ça, et voilà, donc il y a eu des principes de précaution, on a évité ce genre de choses, mais des preuves massives de ça sont difficiles à trouver en fait. Voilà, donc on sait aussi que certains additifs du plastique sont des perturbateurs endocriniens pour des poissons, avec des poissons qui changent de sexe, des choses comme ça. On sait que certains plastiques passent la membrane intestinale des moules, voilà, mais on n'a pas un consensus général qui dit à un moment donné, si vous mangez du plastique, vous êtes forcément malade. Voilà. On sait qu'on en mange, on sait que ça va nous fragiliser, qu'on avale des produits qui ne sont pas bons, mais on ne sait pas quels sont les seuils qui vont déclencher quelque chose. Et pour l'instant, on nage dans un grand flou. En tout cas, quand moi je regarde les articles scientifiques autour de ces questions-là, on ne trouve pas un consensus très précis sur ces questions-là. Voilà. Et pour conclure, une conclusion avec ça sur ces conséquences, c'est que la pollution plastique nous montre de façon évidente la linéarité de notre économie, en fait. C'est-à-dire qu'on a été chercher des ressources, on les a puisées dans le sol, on les a utilisées, on les a achetées. Et on ne s'est pas occupé du tout de savoir ce que ça allait devenir. Et on s'aperçoit avec le plastique dans les océans que ça provoque une pollution qui est mondiale, qui contamine l'ensemble des écosystèmes, qui contamine l'ensemble des organismes sur Terre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, probablement, on aura tous respiré un jour un morceau de plastique, mangé un morceau de plastique. Alors si ça ne pose pas de problème évident de santé tout de suite, ça montre de manière par contre très très évidente que ce qu'on a été puisé, transformé et qu'on a acheté de manière inconséquente nous revient d'une manière ou d'une autre. Et pour donner une image, c'est-à-dire que peut-être le plastique ne posera pas de problème écotoxicologique monstrueux, mais derrière, il n'y a pas que le plastique. C'est-à-dire qu'on a aussi des médicaments, il y a toute une série de choses qu'on a fabriquées avec le même principe économique qui est de puiser dans la ressource naturelle, de fabriquer et puis de jeter, qui, à un moment donné, nous reviennent. Et donc, le plastique est assez, comment dire, pratique pour nous montrer ça. C'est-à-dire que les autres, c'est des molécules, on ne les voit pas. Le plastique, on le voit et on sait en plus d'où il vient, parce qu'il est complètement dans notre quotidien. Et pour ça, le plastique est, entre guillemets, intéressant, parce qu'il nous montre clairement cette absence de linéarité et qu'elle pose problème. Donc voilà pour les conséquences dont on peut parler. Si vous avez des questions, à n'importe quel moment, il n'y a pas de problème, on n'est pas très nombreux. Alors, quelle solution ? Alors,
Sur le jeu des solutions, je ne suis pas rentré dans une litanie et d'une liste de plein de solutions, etc. J'ai essayé de faire avec ce que nous, on voit avec le bateau. C'est-à-dire qu'avec le bateau, au début, on a travaillé sur l'idée qu'on allait étudier des stocks de plastique. Voilà, il y a du plastique dans le Pacifique Nord, on puise du plastique et on l'étudie. Comme si c'était un endroit normal où il y avait du plastique. Et petit à petit, on s'est aperçu qu'en fait, on n'avait pas affaire à un stock de plastique, mais à un flux de plastique. C'est-à-dire que ce plastique, il venait de quelque part et il allait quelque part aussi. C'est-à-dire qu'il ne restait pas de toute façon dans cet état-là. Une partie coulait, une partie était dans les organismes. Le plastique ne reste pas dans le grand gir du Pacifique Nord. Il va bouger, il va se déplacer, il va changer d'endroit. Et donc, on s'est aperçu que c'était très compliqué une fois qu'il avait changé, qu'il n'était plus à la surface, qu'il n'était pas sur un endroit facile à ramasser. C'était très difficile d'accéder à ce plastique-là. S'il était tombé dans les sédiments, on n'irait pas le chercher. Et donc, on est parti dans l'autre sens. Et on s'est dit, ce flux, il vient de quelque part, et on va suivre ce flux. Et donc, ça nous a permis de définir en fait une série de familles de solutions, une famille d'endroits de solutions en fait. Donc la première, c'est le premier constat, il y a une pollution, on peut la stopper, on peut chercher à la maîtriser, on peut chercher à la nettoyer avec toutes les difficultés que je vous ai dites depuis tout à l'heure. Mais on peut travailler sur cette pollution. Il y a plein de projets en ce moment, vous en connaissez sans doute un certain nombre. Il y a plein de projets qui visent à chercher à nettoyer l'océan, à éliminer cette pollution. Voilà. Donc ça c'est une partie des solutions. Il y a un petit bout de plage là qu'on voit sur le truc. Là, c'est l'endroit où on peut évidemment ramasser de manière facile. Ensuite, on s'est dit, voilà, cette pollution, elle vient de quelque part. Comment ça se fait qu'il y ait de la pollution? C'est qu'on n'a pas bien géré nos déchets. Alors, si on n'a pas bien géré nos déchets, il faut faire quelque chose. Alors là, du coup, on rentre là, du coup, dans des grandes complexités. C'est-à-dire que les différents pays ne sont pas du tout au même niveau sur ces questions-là. Même en Europe, on n'est pas du tout au même niveau. On n'a pas du tout les mêmes systèmes de collecte, les mêmes histoires de collecte. C'est très difficile de définir un cadre général, idéal, qui serait bon pour tout le monde. Les pays n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas les mêmes infrastructures. Et donc, on s'est plutôt, pour en parler avec vous, se focaliser sur quelques grandes idées que vous connaissez aussi sans doute. C'est-à-dire qu'on va essayer de recycler, on va essayer de composter, on va essayer de valoriser, on va essayer de réutiliser. Et on va aussi essayer d'améliorer nos systèmes de collecte. C'est-à-dire éviter l'incinération, éviter la mise en décharge, voilà. Mais du coup, on rentre là dans un système complexe et qui n'est pas universel du tout. Il faut bien s'en rendre compte. C'est-à-dire quand on voyage un petit peu, et moi ce que j'ai eu la chance de faire un peu avec Tara, on se rend compte qu'on n'a pas du tout la même appréhension culturelle du déchet, on n'a pas du tout les mêmes systèmes qui sont en place, et on ne peut pas délivrer une vérité sur comment est-ce qu'il faut faire. Il faut travailler dans chaque endroit avec des principes plutôt généraux qui sont de faire comprendre que ce déchet est indésirable et qu'il va falloir en faire quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est plutôt les idées autour de la gestion des déchets. Ensuite, si on continue à remonter, on va vers la consommation. On a bien produit ce déchet-là. Comment est-ce qu'on l'a produit ? Pourquoi il est là? Alors il y a évidemment les emballages, grosso modo une quarantaine de pourcents des pollutions qu'on trouve en mer, c'est de l'emballage. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur les emballages? Il y a plein de questions à se poser. Et les questions, elles se posent vis-à-vis du consommateur et aussi de la personne qui vend. Les deux personnes sont concernées dans l'histoire de la consommation. Donc voilà, donc il y a quelques mots: refuser, réduire, réutiliser, influencer. Donc chercher à influencer le vendeur en lui disant moi je prends pas ton truc avec 3 emballages, ton gâteau suremballé parce que tu as mis 2 paquets ensemble avec un film plastique, et en plus à l'intérieur je retrouve un petit paquet fraîcheur où il y a 2 petits gâteaux dedans, j'en veux pas. Voilà. Il y a toute une gamme de solutions. Il y a des choses qui viennent du consommateur lui-même et bien entendu du vendeur qui peut, lui, à ce moment-là, chercher à mettre en œuvre
des solutions comme le vrac, avec plein de questions autour du vrac. C'est pas si évident non plus que ça, le vrac, parce que j'ai eu des discussions avec des vendeurs justement qui disaient finalement le vrac, moi on me le donne dans un énorme sac plastique. Et après je sais pas quoi en faire moi de l'énorme sac plastique qui est beaucoup plus lourd que la somme de tous les sacs plastiques que je vais vous donner pour remplir votre petit sac. Et je ne sais pas ce que je fais de ce sac de cet énorme sac. Donc lui doit se retourner vers son grossiste pour dire je ne veux pas de ton énorme sac plastique, je veux autre chose. Voilà, donc il n'y a pas de solution. En tout cas, moi c'est ce qu'on définit avec Tara. Il n'y a pas de solution dogmatique sur ces choses-là. Il y a plein de solutions à essayer. Le vrac est sans doute dans l'idée une bonne solution, mais si on regarde dans les détails, on peut s'apercevoir que c'est peut-être plus complexe que ça. Donc voilà, ça c'est pour la consommation, et donc bien entendu, ça c'est un levier sur lequel chacun d'entre nous peut jouer dans ses choix de consommation personnelle. Voilà, bon, je parle que de l'emballage, mais on peut parler de plein de choses bien entendu sur ces questions-là. C'est pas dans le bon sens. Toc. Et pour finir, la production. Et en fait, à la production, mine de rien, il y a plein de solutions aussi. Et ces solutions peuvent influencer aussi sur la consommation. C'est-à-dire que du plastique, on peut en produire de plein de manières différentes. Il n'y a pas que en récupérant du pétrole. On sait faire du plastique avec plein de choses. On sait faire du plastique, des matières plastiques avec de l'amidon, enfin avec des matières végétales. On sait en fabriquer à partir de bactéries. Il y a un plastique qui est intéressant qui s'appelle le PHA, qui est fabriqué, on donne à manger à plein de bactéries, on leur donne plein de déchets végétaux, puis d'un seul coup on les affame. Et du fait qu'on les affame, elles se mettent à fabriquer une substance de réserve qui s'appelle le PHA, qui est un polymère de carbone qu'on peut utiliser pour faire du plastique. Et l'intérêt de ce polymère, c'est qu'il est plus facilement biodégradable, venant d'une bactérie qui l'utilise déjà comme substance de réserve pour les jours difficiles. Et dans la nature, les autres bactéries sont plus à même de le dégrader rapidement. Voilà. Donc après, ça reste complexe parce que pour en faire des objets, il faut rajouter aussi des additifs pour les rendre durs ou pour les rendre mous, etc. Ces additifs posent aussi des problèmes. Mais en tout cas, celui-là est en tout cas plus facile à biodégrader que du plastique fait à partir du pétrole. Et il a l'avantage aussi, donc, du coup, de ne pas être pétro-sourcé, et donc on n'a pas été puisé du pétrole au fin fond de la terre ou de l'océan. On n'a pas extrait du carbone pour le fabriquer. Donc voilà, il y a quelques vertus, et sans doute il pose aussi quelques problèmes. Ça reste du plastique, et donc difficile aussi quand même de le gérer complètement. Mais en tout cas, il y a des solutions, et c'est pas la seule. Il y a plein d'entreprises qui se montent autour de ces questions-là. Et donc il y a aussi, là, à cet endroit-là, un volant de solutions qui ne sont pas accessibles directement aux consommateurs, à nous directement, mais qui peuvent faire l'objet de projets industriels ou semi-industriels. Alors pour l'instant, ces solutions-là, au niveau de la production, sont trop chères, ne concurrencent absolument pas le plastique fait à partir du pétrole. Mais il y a en tout cas des innovations technologiques qui sont possibles. Voilà, donc ça c'est mon schéma en entier. Je ne vais pas revenir dessus. Ce schéma permet d'expliquer assez rapidement l'idée des solutions. Et puis je terminerai ma petite présentation, et puis après on pourra passer aux questions. Sur la question de l'économie circulaire, parce que bien entendu, le plastique montre cette linéarité de l'économie et le fait qu'on se retrouve acheté dans tout le milieu, et qu'en fait, toute solution devrait à un moment donné, à notre sens, en fait, l'idée qu'il faut arriver à circulariser l'économie, c'est-à-dire à faire comme la nature, imiter la nature, qui ne produit pas de déchets, qui réutilise systématiquement tous les déchets et qui peut les retransformer pour les réutiliser, et que c'est ces modèles-là qui devraient nous inspirer le plus. Et qu'on évite cette linéarité, voilà, comment dire, d'un autre temps maintenant, je pense. Cette linéarité ne devrait plus exister, c'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver
en tout cas se rapprocher le plus possible. C'est sans doute pas possible pour tout, mais en tout cas se rapprocher le plus possible d'un modèle circulaire. Voilà. Donc là, le tableau représente un peu l'ensemble des solutions, mais c'est vraiment ça que nous on prône. Et donc ce qu'on voit, c'est que c'est complexe et que c'est tous les maillons de la chaîne et de fabrication et de consommation qui sont impactés dans cette histoire-là et qui doivent travailler ensemble. C'est-à-dire que je lisais un article là, en ce moment, aujourd'hui, d'un monsieur du syndicat de la plasturgie qui incriminait la gestion des déchets. Et en fait, c'est pas possible. On ne peut pas incriminer un seul des acteurs. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs doivent travailler sur ces questions-là pour arriver à cette circularité. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, qu'il faut inventer, qu'il faut réinventer tous ensemble. Et c'est un super challenge, en fait, d'arriver à ça, d'inscrire chacun des petits projets, chacun des fragments de projets dans une économie globalement circulaire. Je crois que c'est vraiment un des challenges de notre époque, quoi. Si on ne réussit pas ça, je ne sais pas très bien où on va. Voilà. Donc après, un petit merci, comme ça. Merci de votre attention par les plongeurs de Tara. Et donc après, on peut avoir un temps de discussion informel sur toutes ces questions-là. Avec le micro peut-être pour qu'il y ait la captation, je crois, non ? Avec un micro qui marche, ça sera mieux. Un, deux, un, deux. Ouais, c'est bon. Oui, bonsoir, c'est Jean-Luc. Moi, il me semble que quand j'écoute Tara, je suis assez surpris. Vous avez tendance un petit peu à diminuer l'impact du plastique. Par exemple, quand vous parlez de la biologie, enfin vous êtes biologiste, vous avez dit que finalement il y avait assez peu d'études qui montraient que ça avait une influence sur les êtres vivants. Hein. Alors qu'il y a des centaines d'études qui montrent que dans les plastiques, il y a plus de 400 additifs de toutes sortes. Hein, et qui ont des impacts sur la biologie et sur des animaux. Il y a des études vraiment très précises là-dessus. Et il me semble que vous avez tendance à réduire cet impact. Et je trouve que, au lieu de dire, par exemple, la première solution, c'est de réduire le plastique, c'est-à-dire le stopper. Il y en a qui disent fermer le robinet de plastique, parce qu'il y en a trop. Mais vous insistez sur le recyclage et sur les autres plastiques. Alors moi, je me pose des questions sur Tara, et je trouve des choses très étranges, et notamment, Tara a peut-être des financeurs dans l'industrie plastique, et a tendance un petit peu à ne pas trop taper sur les plastiques. Voilà ce que j'ai à dire. Est-ce que vous avez des réponses ? Notamment, par exemple, vous avez un porte-parole, le porte-parole de Tara, M. Bourgeois, qui est un très très proche de l'industrie du plastique, qui est un consultant pour l'industrie du plastique, et qui est le porte-parole de Tara. Et moi, je trouve ça très étrange. Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez là, parce que M. Bourgeois, qui est le président de la fondation, et il n'est pas du tout lié à l'industrie du plastique, il est lié à Agnès B. Costa Bourgeois. Ah, Bourgeois Costa. D'accord. Oui. Henri, d'accord, qui est consultant, mais qui est pas lié à l'industrie du plastique. Il est consultant sur ces questions-là. Il est aussi porte-parole d'une autre association qui s'appelle Océan sans plastique. Ouais. Et il vient de faire une tribune avec un des syndicats de la plasturgie qui s'appelle Plastalliance, où il demande l'instauration de la consigne des bouteilles en plastique. Et ça, c'est très étrange, parce que Tara aussi se positionne par rapport à la consigne des bouteilles en plastique. Et on se demande pourquoi, parce que c'est simplement des scientifiques qui étudient le plastique, et tout d'un coup, ils ont une position politique. C'est très, très étrange. Non, alors je peux vous raconter comment ça marche, en fait, chez Tara. C'est-à-dire qu'on a plusieurs cellules
Donc il y a la science qui travaille, il y a une cellule plaidoyer particulière qui va travailler avec les scientifiques et vérifier qu'on ne dit pas de bêtises en termes scientifiques sur les choses, mais avec une autonomie de fonctionnement de la partie plaidoyer. Et c'est effectivement, il y a eu des choix, et en particulier sur la question de la consigne. On a réfléchi, alors je n'étais pas directement dans cette réflexion-là, mais la réflexion a été qu'est-ce qui est efficace. Le but du jeu, c'est qu'il n'y ait plus de plastique dans l'océan. Et donc, on s'est demandé ce qui était efficace. Et donc, la consigne semble d'évidence être une des solutions très pratiques. Après, il y a des questions qui se posent sur la manière dont on fait la consigne et des enjeux avec les industriels qui veulent s'emparer de éventuellement un gisement potentiel de plastique, mais on n'a jamais dit enfin, on n'a jamais produit pour ces gens-là. Enfin, c'est pas quelque chose qui a été fait pour ces gens-là. Et honnêtement, enfin, au quotidien, moi, je suis pas influencé du tout par ces milieux-là. Hein. Ben non, mais ce que j'essaye de dire, en fait, ce qu'on essaye d'avoir, c'est une position un peu équilibrée. C'est-à-dire que fermer le robinet du plastique, je vous invite à essayer. C'est extrêmement difficile de fermer le robinet du plastique. Imaginez le monde demain sans plastique, enfin, je sais pas. Non, mais après, il peut y avoir des choix. On peut faire des choix, mais c'est un choix extrêmement radical et qui n'est pas facile à suivre d'emblée par la société maintenant, tout de suite. Et donc, il y a des choses intermédiaires, et on essaie d'avoir une discussion, une position un peu équilibrée sur. On ferme pas, on se dit qu'on ne peut pas le fermer, et qu'il faut travailler sur chacun des points et chacune des étapes. C'est ce que je crois avoir essayé de montrer. Voilà. Après, chacun, vous pouvez ne pas être d'accord, mais en tout cas, il n'y a pas d'influence d'un lobby plastique sur Tara. Qui travaille sur, et pour lesquels on travaillerait nous. Enfin, ça c'est pas vrai. À vérifier du coup des sources. Je travaille chez Tara depuis 9 ans. Je peux vous dire que c'est pas vrai. Non, j'ai pas dit. Est-ce que j'ai absolument pas dit ça? Je crois pas. Je crois pas avoir du tout dit ça. Honnêtement, je pense pas avoir du tout dit ça. Ouais, mais là, moi, je suis là, quoi. Vous insistez beaucoup sur l'économie circulaire. Alors que l'économie circulaire, c'est pas du tout dit qu'elle rentre dans un cycle naturel. Vous voulez la faire rentrer dans un cycle naturel, l'économie circulaire du plastique. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est comme ça que vous entendez la question de la circularité de l'économie. Non, alors je suis. Est-ce que le plastique peut rentrer dans l'économie naturelle? Bah, sans doute non. Après, la réduction est une des solutions évidentes, et je peux le dire là, même avec l'écran et tout ça, il n'y a pas de problème. Effectivement, la réduction est évidente. Peut-être j'ai pas assez insisté sur l'idée de la réduction, mais non, mais je suis d'accord avec l'idée qu'il faut réduire. Il n'y a pas de souci. L'idée de la circularité, c'était pas l'idée de de reprendre le déchet, de prendre le plastique comme étant réutilisable ad vitam aeternam, etc. C'était pas la question. Moi, je dis ça parce qu'en fait, en ce moment, l'industrie du plastique essaye de faire passer ce message-là. C'est-à-dire qu'eux n'ont aucune intention de réduire la production de plastique. Et leur intention... Ouais. Il faut parler avec le micro pour la question. Leur intention, enfin l'intention de toute l'industrie du plastique, c'est surtout pas réduire la production de plastique. Donc, il faut mieux recycler et il faut produire un autre plastique qui soit soi-disant biodégradable, mais en fait qui ne le sera jamais. Mais il faut continuer à produire. C'est ce qu'ils veulent. D'accord. Alors peut-être. Et si vous, par exemple, quand vous rentrez dans la même idée, bah, finalement vous propagez cette idée-là, mais qui est peut-être pas la bonne. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui. Après, je sais pas quelle est la bonne idée. Hein. Il y a sans doute plusieurs bonnes idées. Et enfin voilà, je peux vous le dire je peux le dire comme ça officiellement devant vous. La réduction est totalement, prise en compte en tout cas dans notre tête, et on en parle régulièrement. Voilà, c'est pas un truc qu'on dit il faut pas réduire. Bien sûr qu'il faut réduire. Alors je vais compléter.
Je suis Muriel Papin, je suis déléguée d'une autre association qui s'appelle No Plastic in My Sea. Donc voilà, on œuvre aussi contre la pollution plastique avec une vision qui est vraiment sur la réduction. Donc je dis d'où je parle parce que voilà, forcément, du coup, je vais aller un peu dans le sens de ce qui a été dit. En fait, ce qui est important aussi, c'est de mettre les choses en perspective par rapport il y a la production actuelle, mais il y a les perspectives de production qui sont extrêmement inquiétantes. C'est-à-dire que là, ce qu'on nous annonce, et c'est bien aussi de le dire, je pense, aux gens qui sont là, c'est si on reste sur la tendance actuelle, c'est une production qui va tripler d'ici 2050. Donc on sera plutôt sur 1 million de tonnes de plastique produites par an. Et donc on ne voit pas du tout comment ça peut être soutenable. Et c'est vrai que du coup, l'approche économie circulaire que prône aussi la Fondation Ellen MacArthur, qui est très louable et qui a plein d'aspects intéressants, c'est vrai qu'elle a une forme d'ambiguïté qui est qu'on a l'impression que du coup, en fait, on peut mettre le plastique dans une boucle et puis finalement, il va tourner dans la boucle. Voilà, ça peut être interprété comme ça. Et c'est vrai que nous, c'est des choses du coup sur lesquelles on est assez vigilant en termes de discours parce qu'il y a des matériaux qui rentrent dans des boucles et qui continuent à tourner. Il y en a d'autres, non. Ils ne rentrent pas dans des boucles et ils ne tournent pas indéfiniment. Donc du coup, je trouve que ce qui est intéressant, c'est dans les différents piliers de l'économie circulaire, de dire finalement là où on a le plus de chances d'atteindre vraiment des objectifs pour quand même limiter cette production, parce que c'est quand même inenvisageable une multiplication par 3 d'ici 2050. Ça, je ne vois pas comment, technologiquement, on pourrait arriver, avec le recyclage, qui est déjà à 20% en France aujourd'hui, à gérer le problème. Ça ne marche pas, mathématiquement, ça ne marche pas. Voilà, donc moi, je fais partie des gens comme monsieur qui prônent plutôt le fait qu'on essaye de faire le maximum sur la réduction. Et du coup, je trouvais dommage ce que vous disiez sur le vrac. Je sais que tout n'est pas parfait sur le vrac, mais ils font beaucoup d'efforts. Et c'est quand même une des solutions un peu disruptives pour réduire le plastique. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. C'est pas facile de vivre sans plastique, vous avez raison. Couper le robinet. Non, mais c'est vrai. Oui, je pense. Vous avez raison. Mais du coup, faut aller dans un processus de réduction. Il n'y a pas beaucoup d'offres. Oui, de leviers pour. Il n'y en a pas beaucoup. Et le vrac, voilà, c'est un des seuls. Et je pense que ça mérite d'être creusé, cette question de gros sacs, parce que je pense qu'ils travaillent dessus et que c'est quand même une des solutions qui existent. Ça vaut le coup de dialoguer avec le réseau VRAC, qui est très au point et sur l'hygiène et sur ces aspects-là. Et je pense qu'il faut peut-être un peu nuancer le propos là-dessus. Oui, j'ai eu l'impression d'être nuancé, mais c'était pour expliquer. Le même volume de plastique au final. Ouais, c'est pas. Je suis pas sûre que ce soit vraiment. C'est dit par des. Alors, je suis assez tranquille avec cette information-là. C'est des gens qui travaillent sur un magasin bio local, qui sont ultra investis sur ces questions-là, qui ont décidé de ne pas mettre de vrac dans leur magasin à cause de ça. Voilà. Donc Ouais. Non, oui, par contre, là, du coup, c'est à une dimension extrêmement locale. Et sans doute, il y a des tas de choses à faire. Moi, je suis pour le vrac, et puis Tara aussi. Si je m'exprime aussi en ce nom-là. C'était juste là pour. Peut-être c'était mal choisi comme exemple pour relativiser c'était simplement pour dire que c'est complexe, en fait. Les solutions sont complexes et c'est pas. Alors peut-être que chez Tara on a trop tendance à faire ça, mais c'est une question et de personnalité et de manière de travailler. Mais c'est vrai qu'on a tendance à regarder la complexité. Et c'est sans doute parce qu'on travaille avec des scientifiques et qu'on est tout le temps en train de se poser la question de la complexité et que c'est jamais simple et que plus on creuse, plus c'est compliqué. Et qu'on a tendance à ne pas prendre des postures plus... je ne veux pas dire radical, mais en tout cas plus tranché. Voilà, donc c'est peut-être un défaut constitutif de Tara, je ne sais pas. Alors juste une remarque par rapport au sac, c'est attention au cas particulier qu'on généralise, parce que même si c'est un exemple qui est vrai, qu'il ne soit pas généralisé, parce qu'il y a peut-être d'autres exemples qui sont autres. Et sinon, par rapport au plastique, on parlait du fait qu'il n'y a pas de solution dogmatique. Moi, je suis là pour créer un débat et pour embêter un peu. Et par rapport au fait qu'il n'y ait pas de solution dogmatique, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de penser ensemble à l'origine profonde du plastique ? D'ailleurs, même profonde, c'est... Voilà. Je vous ai tout dit, en fait, là. Puisqu'il est associé au pétrole.
Et finalement, tant qu'on ne change pas de modèle énergétique, on continuera d'exploiter et de sortir du pétrole des entrailles de la mer, enfin de la terre et de la mer aussi. Et il y aura toujours des déchets de ce pétrole, donc le naphta, avec lequel on fabrique le plastique. Et potentiellement, il n'y a pas de bonne solution pour arrêter la pollution actuellement. Autant sur le long terme, on peut imaginer qu'à partir du moment où on cesse d'utiliser du pétrole, on n'a plus accès au plastique et donc on règle le problème finalement. Donc est-ce que la bonne solution qu'on peut peut-être voir comme dogmatique, c'est de dire qu'il n'y a pas de bon plastique, qu'il n'y a pas de bon pétrole et que si on laisse dans les entrailles de la Terre ce qui y est, ben, on n'aura pas ce problème-là. Donc voilà, j'interroge ça, je suis juste en train de pointer à ce lien. Qui est une vérité qu'on ne peut nier en fait. Ouais. Voilà, je sais pas. Après, moi, je peux échanger là-dessus. C'est-à-dire que d'évidence, c'est sans doute la bonne solution comme ça, une fois qu'on le dit comme ça. Seulement, est-ce qu'on est prêt à se passer de cette énergie-là et est-ce qu'on est prêt à se passer de ça ? Je pense que c'est ça la question, en fait. La vraie question, elle est là. C'est est-ce qu'on est prêt à ça ou pas ? Après, la question, c'est est-ce qu'on a le choix en fait ? Je pense que c'est aussi. Ça fait partie de la question aussi. Parce que, ouais. Alors, malheureusement, on a trouvé le moyen de faire du plastique avec de la matière organique. C'est-à-dire qu'on est capable de faire, je crois, enfin, j'ai discuté avec des gars qui étaient spécialisés là-dedans, on peut faire tous les plastiques à partir de la matière organique. Donc, au lieu d'utiliser du pétrole qui était aussi de la matière organique, on peut le faire malheureusement avec n'importe quelle plante. Et c'est assez terrible parce qu'on peut faire... Voilà, on peut faire du PET, on peut faire du polyuréthane, on peut faire tous les plastiques qui existent, on peut les faire à partir de la matière organique. Et ça, c'est terrible. Donc, on ne peut pas se détacher du pétrole. On ne le fait pas parce que c'est plus cher, mais on commence à le faire pour certains plastiques. Mais c'est possible. Voilà. Non, c'est ça, c'est pas forcément. Ça peut être totalement biosourcé et pas du tout biodégradable. Ça, c'est clair. Par contre, je suis d'accord avec vous, j'ai les mêmes chiffres, j'ai les mêmes informations. Par contre, on ne pourra pas tenir la production actuelle et l'augmentation de la production actuelle de plastique avec ces ressources naturelles. Donc ça poserait en fait une limite à la production possible. Et alors qu'avec le pétrole, c'est là tout le problème, c'est qu'on utilise des ressources qui ont été accumulées sur des milliards d'années et donc qui ne sont pas du tout en adéquation avec le monde vivant dans lequel nous nous inscrivons. Et c'est là où il y a des équilibres. Donc je ne suis pas du tout pour le plastique biosourcé, hein, loin de là du tout. En revanche, si on utilisait que ce plastique-là, entre guillemets, il y aurait un certain équilibre à trouver entre utilisation des sols pour produire ce plastique, nourriture, biodiversité, etc. Ce qu'il n'y a pas actuellement avec le pétrole. Donc peut-être une limite à trouver. Et le gaz, oui, effectivement. Et le gaz. Est-ce qu'il y a une autre question, remarque ? Oui, c'est super. Oui, j'avais une question parce que justement la démarche de Tara est remise en question. Peut-être que vous pourriez nous parler davantage. À la fin de votre présentation, il y avait notamment dans les leviers actionnables des démarches à effectuer par tout un chacun, des démarches à effectuer par des industriels. Est-ce que vous pourriez nous expliquer davantage comment est-ce que Tara communique et qui Tara espère toucher pour actionner quel levier pour aller vers cette économie circulaire ou vers davantage de recyclage, vers moins de production? Alors quels industriels aller chercher, etc. Quels industriels? Parce que vous n'avez par exemple pas du tout parlé de politique ou d'institutions, est-ce que Tara... Alors nous, on a des discussions avec les institutions, on a des discussions avec un certain nombre d'industriels avec lesquels on fait aussi de la recherche. Pour l'instant, je ne pense pas qu'on ait une politique clairement définie autour de ça. Parce que comment dire ? Non, on n'a pas de politique clairement définie. On arrive plutôt en soutien d'un certain nombre de projets. Donc il y a des projets que je ne peux pas citer parce que les industriels ne veulent pas en parler. Et qu'à ce moment-là, on essaye de mettre en place une aide avec la communauté scientifique avec laquelle on travaille pour qu'ils arrivent, eux, à changer leur process en interne. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait le plus très concrètement, en fait. Après, moi, j'ai pas accès en fait à un certain nombre de discussions avec les échelons politiques, etc. Et donc, ce que vous voyez en termes de communication, c'est ce qui ressort de ces discussions-là. Voilà.
Donc il y a, grosso modo, ces deux leviers, c'est-à-dire que le levier où on va discuter et on parle de manière quasi continue avec un certain nombre d'institutions, en France en particulier, mais aussi autour de l'ONU, etc. Et puis un volet où, avec des industriels qui sont partie prenante et qui veulent avancer sur des questions de comment est-ce qu'ils produisent, et en particulier sur ces histoires de plastique, on essaye de mettre en place avec les scientifiques des projets qui durent 3-4 ans en général, ou même voire plus, pour qu'ils modifient leur process. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Moi j'avais une petite question par rapport à la partie sur... on voit au début qu'il y a, pendant un certain nombre d'années, vous êtes resté figé entre guillemets avec le bateau en Arctique. Je me posais des questions sur qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là, etc. Quel était le but de cette recherche à ce moment-là? Pourquoi être resté comme ça, bloqué dans la glace pendant autant de temps? Enfin voilà, une question de néophyte. D'accord. On change de sujet. D'abord, il y avait une dimension. Le bateau a été construit pour ça, pour faire une dérive arctique, hein, qui consiste à mettre le bateau au nord-est de la Sibérie et redescendre vers le Groenland doucement par le jeu des courants qui poussent le bateau. Il a été fait pour ça, en référence à une expédition qui a eu lieu en 1893-1895, avec un monsieur qui s'appelait Nansen, qui avait un bateau qui s'appelait le Fram, et qui essayait, lui, d'atteindre le pôle Nord, hein, de cette manière-là. C'est l'époque où tout le monde essayait d'aller le plus haut, à l'Everest, le premier au pôle Sud, le premier au pôle Nord. Donc lui, il avait imaginé ce moyen-là. Donc c'est une expédition mythique dans l'histoire des pôles. Et donc Jean-Louis Etienne, qui a construit ce bateau, qui a construit Tara, qui s'est appelé Antarctica au début, l'a fait dans l'idée de refaire cet exploit-là. Donc ça, c'est la première dimension. Et la deuxième dimension, c'est que c'est greffé à ce moment-là qu'il y avait un programme européen qui s'appelait Damoclès et qui avait pour but d'étudier les questions climatiques, en particulier dans les zones polaires, qui sont les zones où le changement climatique est le plus rapide. Et donc du coup, il y a eu la combinaison des deux, et donc on a bardé le bateau d'instruments de mesure pour mesurer la glace, pour aller faire des mesures en profondeur jusqu'à 4000 mètres de profondeur, pour mesurer dans l'atmosphère au-dessus du bateau, à des endroits où personne ne va. C'est-à-dire que vraiment, maintenant on met des sondes automatiques, mais qui ne peuvent pas faire tout ce que font les hommes. Et donc l'idée, c'était d'avoir une base polaire qui allait bouger petit à petit et dans laquelle on allait pouvoir récolter des données, un jeu de données complètement original. En fait, c'était ça le but initial de ça. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Commentaire? Non? Ouais. Bonsoir. J'avais une série de micro-questions, on va dire. Sur le nanoplastique, vous avez dit, vous avez impartialement répondu, mais il n'y a pas trop d'études. Est-ce que vous avez des références d'études justement sur les effets réels de ce nanoplastique aujourd'hui, l'impact aussi bien chez l'humain que les animaux? Moi, j'en ai pas. Il y a rien. J'en ai pas. Rien à ma connaissance. Il y a peut-être des choses que je connais pas. On le je constate, connais pas tout. mais voilà. Ok. Donc, aussi après sur le nettoyage des plages. Est-ce qu'on sait ce qui reste comme microplastique justement, parce qu'on nettoie à la main, je suppose, mais ça veut dire qu'il reste quand même toute une quantité de des microbilles. Et ça, donc c'est pas du tout, il n'y a pas de. Non, qui sont très difficiles à récupérer. Voilà. Donc ça, on laisse les plages notamment. Ouais, alors on peut faire des chasses à la microbille voilà, avec les enfants. Est-ce que ça, c'est aussi, c'est pas pris en compte? Okay. Moi, je connais pas de solution là-dessus. Il faudra travailler avec des peignes. Il y a peut-être des idées, hein, sur le truc pour aller ramasser ces microbilles. Okay. Sans doute beaucoup d'énergie pour un résultat faible, mais. Okay. Et est-ce qu'on peut mesurer dans l'organisme humain la quantité justement de plastique aujourd'hui? Si moi je vais dans un laboratoire, pas de plastique en soi, parce que le plastique c'est une chaîne carbonée, nous on est fait de carbone, donc on ne mesure pas le plastique en tant que tel. On peut mesurer les additifs, hein, dans les graisses, on peut mesurer un certain nombre de produits précis, mais le plastique en lui-même est assez neutre en fait, hein. C'est une chaîne carbonée, on est fait de chaîne carbonée nous aussi, donc on peut mesurer des composants du plastique. Voilà. Donc ça se fait, j'ai pas de connaissances. Ça, au niveau santé publique, c'est pas du tout pris en charge, il n'y a rien.
monsieur me contredira peut-être, mais moi je ne connais pas d'études précises, en tout cas sur cette question-là. Mais en privé, en public, dans Nature, enfin un truc comme ça. Et du coup, qui disent quoi du coup? Parce que quand il y a présence, pas présence, que ça pose problème, pas problème. Moi, ce que je regarde plutôt un peu lointain, mais pour l'instant, ce que j'ai pas vu, moi, c'est un consensus que je puisse raconter, en fait. Donc, parce que souvent, les études sont sur des traces de quelque chose, mais dont on ne sait pas dire quoi que ce. Donc, moi, je ne sais pas dire. Un tel a été malade parce qu'il avait tant de pourcentage de tel produit dans le sang. Ça, moi, j'ai pas vu ça. Hein? Voilà. Cet été, j'ai parlé avec un scientifique de l'Ifremer. Il me disait il disait c'est pas parce qu'on retrouve un poisson avec l'estomac rempli de plastique qu'il est mort à cause du plastique. Je vais juste rebondir par rapport à ce que le monsieur vient de dire. À la dernière conférence à l'UNESCO sur les océans, effectivement, c'est ce qu'ils ont dit. Souvent, comme les tortues, ce n'est pas par le plastique directement qu'elles meurent, mais c'est parce que le plastique remplisse leur estomac, qu'elles ne le digèrent pas. Du coup, elles ont l'impression d'avoir mangé, elles ne mangent plus et elles meurent de faim. C'est plus la conséquence mécanique du plastique dans leurs organismes, comme certains poissons aussi. Ouais, c'est pas une conséquence toxicologique, c'est voilà. ça qu'on dit. Voilà. De plus, quand on parle... Oui, c'est direct, mais voilà, j'en ai bien parlé voilà, dans les conséquences, il me semble. Hein. Voilà, c'est direct. Je crois avoir été clair. Et par rapport au recyclage du plastique, moi, j'ai commencé ma formation, je l'ai fini maintenant, mais animateur nature. Il y a 6 ans, ce qu'on nous demandait surtout, c'est de parler de recyclage. Moi, avec les enfants, quand je leur disais qu'avec les bouteilles plastiques, en les frottant, ça devenait doux et qu'on faisait de la polaire, et que justement, ça évitait qu'on retrouve des bouteilles plastiques sur les plages l'été. C'est juste. Alors que maintenant, dans la nouvelle partie, vu que je vais à l'UNESCO, on dit surtout non, parce que les polaires, c'est des microplastiques, c'est des fibres qui se retrouvent directement dans l'océan. Donc aussi, par les lavages et tout. Donc effectivement, ça évolue aussi. On ne peut pas, ce qu'on nous a appris il y a 10 ans, il y a 15 ans, maintenant ça change. C'est vrai que c'était présenté comme un truc très vertueux, le truc en laine polaire, c'était génial. Bon, ça ne l'est pas, clairement, mais c'est vrai que c'était présenté comme ça, et que, comme étant une des solutions. Mais ça, c'est vrai que c'est les industriels qui ont poussé ce discours-là et qu'on a absorbé sans trop y réfléchir à l'époque, clairement. Pour mettre de la perspective là-dessus, il y avait un discours dans les années 50 et 60 sur le nucléaire qui était assez similaire. Il y avait de l'eau nucléaire qui existait, on mettait du nucléaire un peu partout en pensant que c'était positif. Et on s'est rendu compte avec le temps que ça ne l'était pas et que c'était dangereux pour la santé. Et par rapport à ça, ce qui est le plus troublant, c'est les effets à long terme qui sont difficiles à étudier d'un point de vue scientifique et sur lesquels on n'a aucun recul. Et ces exemples-là liés au nucléaire, c'est cette idée qu'au début, à l'instant T, quand on découvre quelque chose, on ne sait pas, on n'a pas de données. Et puis, on se rend compte 10 ans, 20 ans, 30 ans après qu'il se passe des choses. Le problème avec le plastique par rapport au nucléaire, c'est qu'on ne pourra pas l'isoler, en fait. Il n'y aura aucun moyen, s'il y a des cas avérés où il y a des effets toxicologiques qui sont prouvés, on ne pourra pas juste dire on l'enlève de l'océan et puis comme ça on est débarrassé, ou on le met dans des petits contenants qu'on va enterrer à plusieurs centaines de mètres sous terre, et puis comme ça on sera débarrassé. Il est partout et il est en quantité de plus en plus massive. Et justement, le rêve industriel qu'on nous donne et qu'on nous vend actuellement, c'est qu'il y en a plus 5% par an par rapport à la production annuelle mondiale. Et juste par rapport à ça, je vous invite à aussi prendre du recul et
réfléchir sur ces chiffres parce que c'est clairement un futur qu'on nous vend aujourd'hui. En gros, c'est inéluctable, les investissements ils ont été faits, les industriels ils sont lancés là-dessus. On nous dit plus 5% par an et on va vers 1 milliard de tonnes ou je ne sais combien de tonnes. La question c'est comment on fait autrement, comment on va pour s'opposer à ce futur. Et on parlait d'économie circulaire. Effectivement, peut-être qu'il y a une partie de la solution, peut-être que non. Il y a un chiffre moi, qui m'interpelle toujours, c'est qu'en gros, 50% de la production de plastique disparaîtrait si on arrêtait les emballages à usage unique. C'est 50% de la production de plastique vierge actuellement. Donc ça veut dire qu'on passe au contenant en verre, on passe des alternatives qui sont faites à base de matière végétale. Récemment, et ça me permet de vous parler d'un événement du 10. Le 10 décembre, on aura Precious Plastic à la Sorbonne qui va nous parler justement de ce qu'ils font. Et parmi les innovations qu'ils développaient quand ils étaient à Eindhoven en Hollande pendant les 6 derniers mois, c'est la création d'assiettes à partir de fibres végétales 100%. J'ai mangé dans l'une d'entre elles, je suis toujours devant vous, il n'y a pas eu de souci. Et c'est très simple à fabriquer, ça se fait à partir de rien et de tout. Et ça, c'est des solutions qui existent déjà aujourd'hui. Donc pourquoi ne pas déjà mettre en place tout ce qu'on peut mettre en place pour remplacer ces 50% dont on n'a pas besoin en termes de plastique et pourquoi, pour le reste, essayer de trouver des systèmes de circularité. On peut très bien imaginer qu'on a des consignes ou bien un moyen de tracer ces différents déchets et s'assurer qu'ils sont réintégrés, réutilisés d'une façon qui limite absolument la pollution. Donc il y a plein de choses à trouver, je pense. Oui, moi je pense qu'il y a plein de... En fait, il faut explorer l'ensemble des solutions parce qu'il n'y en a pas une qui va fonctionner toute seule. Après, on peut chacun dans sa sphère en pousser une particulièrement parce qu'on pense que c'est la meilleure, etc. Mais je pense qu'en fait, la vérité et puis ce qui se passera, ça sera autour d'un ensemble de solutions qui se mettront, qui seront mises en place. Et que y a certaines solutions qui seront bonnes pour certains types de produits, il y en a qui seront bonnes pour d'autres. Voilà, il n'y a pas de... Comment dire ? Je ne pense pas à une solution valable pour tout, pour tous les aspects de ces questions de pollution, sachant que l'objectif est clair et je pense qu'on le partage largement même au-delà des accords, c'est-à-dire c'est d'arrêter ça. C'est-à-dire cette pollution est inacceptable, il faut l'arrêter, cherchons les solutions, quoi. C'est juste que le discours, on est tous d'accord, mais il peut être aussi récupéré. Oui. Tout le monde peut se mettre d'accord sur le fait qu'il faut arrêter ça, même le plus grand industriel du plastique dira qu'il faut arrêter ça et il vendra une solution potentielle pour arrêter ça. Parce qu'à chaque solution vient aussi derrière des intérêts économiques. Oui, bien sûr. Et c'est là-dessus que peut-être être alerte et attentif parce qu'on peut nous vendre plein de choses merveilleuses. Donc c'est pour ça que je reprends ce chiffre, 50% du plastique produit vient de tout ce qui est jetable et que tout ça en fait c'est évitable. La paille, c'est un exemple pour moi très emblématique. Vous connaissez la paille de blé, on en entend depuis toujours parler, ça sert aux chevaux. En fait ça vient de là, le mot paille, parce qu'on peut boire dedans en fait. Et une paille de blé c'est totalement biodégradable, ça fonctionne très bien dans un verre et on en fait en masse en France de façon locale. On pourrait les faire bio si vous voulez. Voilà, c'est des exemples comme ça qui sont tout bêtes et qui demandent juste à être un peu poussés d'un point de vue légal, législatif. Et ça me permet aussi de rebondir sur ce qu'on fait. Avec Mon Beau Plastique, il y a aussi une équipe de travail. C'est des étudiants de la Sorbonne, Paris 1, qui se rassemblent avec d'autres juristes en droit à Assas, le droit de l'environnement. Et donc l'idée, c'est qu'il y a une équipe de 10 personnes qui crée un document de travail pour faire une proposition de loi au gouvernement qui réunit en fait déjà ce qui a été porté par différentes associations en termes de solutions qui existent déjà, qu'on devrait mettre de nouveau au goût du jour, et de pousser ça d'un point de vue législatif pour qu'il y ait une obligation d'utiliser ce qui est possible de faire aujourd'hui avec les moyens qu'on a. Et puis, pour mettre un peu plus de pression sur la loi de l'économie circulaire qui est en cours de rédaction et qui sera finie vers mars, en ce moment par le gouvernement, on a donc cet événement le week-end prochain de décoration d'un beau sapin avec des beaux déchets en plastique, évidemment. Donc, il y a peut-être une incitation politique à avoir, ou en tout cas une pression politique à mettre pour justement qu'on arrive aux actes et pas qu'on attende que d'autres personnes choisissent d'autres solutions qui les arrangent le mieux. Voilà, donc je vous invite à saisir les solutions
au maximum et à les promouvoir, à les diffuser un maximum, surtout quand elles ont beaucoup d'impact. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques, des choses que vous voudriez ajouter? On est bon? Moi, je ne connais pas toutes les études sur le sujet, mais l'OMS s'est prononcée cet été. Enfin, il y a une étude du WWF, je crois Australie, je ne me souviens plus, qui a été pas mal reprise par la presse, qui dit qu'on ingérerait 5 grammes de plastique par semaine, l'équivalent d'une carte bancaire. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Voilà. Une carte bancaire. L'OMS s'est prononcée cet été en disant, comme vous, monsieur, qu'on n'a pas assez d'éléments en fait pour mesurer les conséquences de l'exposition au plastique ou de l'ingestion de plastique, mais ils ont quand même appelé un principe de précaution. Voilà. Donc du coup, c'est quand même, on n'a pas tous les éléments. C'est vrai que la science est toujours prudente quand on n'a pas tous les éléments. Il ne peut pas se prononcer de manière radicale, mais ils ont quand même appelé un principe de précaution sur le sujet, à une diminution de la pollution. Voilà, plus facile à dire qu'à faire. Non, ce que je voulais rajouter, c'est que dans la partie additif que vous avez tout à fait mentionné, donc il y en a plusieurs qui sont, vous l'avez dit, des perturbateurs endocriniens, et c'est juste pour avoir en tête la puissance et puis l'état d'esprit du lobby du plastique. Ils ont essayé de faire déclassifier le bisphénol qui est classifié par l'agence européenne qui s'appelle l'ECHA, voilà, je me souviens plus ce que c'est l'acronyme. Ils ont essayé cet été de le faire déclassifier comme produit perturbateur endocrinien ou produit inquiétant d'un point de vue sanitaire. Ils ont échoué, heureusement, parce qu'on a une institution qui nous protège. Mais voilà, il faut savoir que au-delà de... Enfin voilà, rien n'arrête le lobby du plastique globalement. Même pas les impacts et les risques sanitaires. Et il faut savoir aussi que quand même en France, il y a une loi qui a été prise, qui est déjà passée, pour arrêter le plastique dans les cantines, pour éviter d'exposer les enfants aux perturbateurs endocriniens. Oui. Et juste pour avoir raconté, puis peut-être pour répondre d'une autre manière à votre question de tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a eu des contacts avec des députés, les sénateurs qui sont en train de travailler sur cette loi, cette fameuse loi sur la circularité. Et donc ils sont venus nous voir ce qu'on faisait, voir comment on récoltait du plastique dans les fleuves. Mais il y a une volonté de faire des choses qui marchent. Il y a des gens, enfin en tout cas moi je les ai sentis concernés par la question. Je ne les ai pas sentis influencés par les lobbies. Ils le sont sans doute parce qu'ils sont dans des positions où ils le sont. Mais en tout cas il y avait quand même une part de bonne volonté. Après il faut voir ce qui ressort derrière. Voilà. Je dis pas que, enfin, je suis pas naïf, hein, c'est pas la question, mais il y a des gens qui travaillent quand même sur ces questions-là et c'est pas des sujets faciles, comment dire, d'avoir des positions très claires et très, enfin, c'est complexe quoi, d'arriver à se tenir sur une position quoi. Voilà. Il n'y a plus de micro. Merci. Une question qui me revenait, c'était par rapport à l'émission de Plastique, la grande intox de Cache Investigation, menée par Élise Lucet. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non. À un moment, en fait, dans l'enquête, ils arrivent à retrouver un document de travail interne produit par Coca-Cola dans les années 70, où en fait, c'est une étude qui chiffre les impacts environnementaux du passage au plastique par rapport au fait de rester en consigne verre, puisque Coca-Cola, à ses débuts, en fait, était en bouteille en verre et ne faisait que ça. Donc, ils récupéraient tout et puis ils remettaient en bouteille et puis voilà. Et en fait, l'étude a été publiée en interne, enfin, elle a été réalisée, et ils se sont vus que les impacts environnementaux étaient bien plus grands s'ils passaient au plastique. Et consciemment, ils ont fait ce choix parce que d'un point de vue économique, ça se tenait. Et donc, on parlait du fait qu'on est passé au plastique, on produit du plastique non pas de manière malveillante, peut-être pas malveillante, par contre, avec d'autres intérêts, et des intérêts économiques. Et aujourd'hui, il y a une vraie problématique, puisque le plastique vierge, du fait de l'énorme production de pétrole en masse, parce que les vannes sont ouvertes,
Voilà, on pourrait parler de ça longtemps, pourquoi c'est ouvert et pourquoi autant, et qui casse tous les prix du marché et qui empêche le développement des alternatives, leur viabilité économique et tout ce qui s'ensuit en fait. Donc tant qu'on reste dans un modèle économique où c'est le prix qui fait qu'on va choisir une solution plutôt qu'une autre et que ce marché il est faussé, clairement on continuera d'aller vers des solutions et des choix qui nous orientent dans la mauvaise direction, celle de toujours plus de plastique et pas du tout des alternatives. Donc par rapport à ça, est-ce que voilà, tu étais au courant de ce rapport? Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que le rapport, enfin ce que tu viens de dire. Non, j'ai pas vu cette émission-là. J'étais pas au courant de ça particulièrement. Après, je suis pas particulièrement étonné non plus que là je fasse ce genre de choix-là. C'est des choix. Enfin, ils ont fait un choix économique dans cette direction-là. Après, quand on parle de, enfin, ce que ça m'inspire, ce que tu racontes là, c'est de dire. On est dans une économie où effectivement l'idée c'est cette économie linéarisée dans laquelle on pompe et on essaie de dégager des marges à chaque étage de la fusée en se préoccupant pas du tout de ce qui se passe derrière. Et c'est pour ça que l'idée de la circularité reste une bonne idée dans l'idée où ça, comment dire, où on n'est pas dans l'idée de puiser n'importe comment les choses et que ça a a priori la vertu de pouvoir réfléchir le modèle différemment. Voilà. Enfin, si tu réfléchis en termes de modèle économique. Après, c'est pas la panacée non plus, et on ne pourra pas tout circulariser n'importe quoi de toute façon. Voilà, mais je pense que ça vaut le coup de réfléchir à effectivement d'autres modèles. Notre modèle, de toute façon, pose des tonnes de problèmes. On est bien d'accord là-dessus, quoi. Et par rapport à la circularité, justement, comme c'est une question de prix, une tonne de plastique recyclé, ça coûte 924 €. Une tonne de plastique vierge, ça coûte 500 €. Donc, en gros, les chiffres sont faits, c'est que tout le monde a l'incitation d'aller prendre du plastique vierge, donc d'ajouter du plastique au système, et ne pas prendre du plastique recyclé. Et ça ne cessera pas tant qu'on n'aura pas coupé les vannes du pétrole à nouveau. Donc c'est là où vraiment il y a un problème économique fondamental et qui détruit ces alternatives possibles en fait. Donc voilà, je voulais juste rebondir sur ce chiffre qui pour moi est toujours pertinent parce que le cœur, et il est là, le cœur du problème économique en l'occurrence, pour trouver une linéarité. Oui. D'autres remarques après ces réjouissances? Je vois des sourires dans la salle, c'est que ça va mieux du coup. Hein, il y a des alternatives possibles qui émergent dans les têtes, j'espère, ou en tout cas des envies ou des idées, ou autre chose. Peut-être l'heure de manger aussi, ou d'aller se coucher. Tout le monde est un peu enrhumé, j'ai mal à la gorge. Voilà. Non, après, on peut débattre beaucoup sur les solutions, etc., pas être d'accord les uns avec les autres. Je pense que la nécessité, c'est au contraire de continuer d'en discuter, de parler, puis d'agir et d'essayer des choses. Après, on peut s'apercevoir que certaines ne sont pas pertinentes, que certaines ne sont peut-être pas assez radicales, mais l'idée, c'est quand même tous d'avancer et d'essayer des choses, en fait. Je pense que c'est important de le dire, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes envies, n'a pas forcément la même conscience des choses ou même la même appréhension et la même lecture du monde. Et je pense que ça vaut le coup de ne pas exclure certaines solutions dans un débat, en tout cas. Je ferai juste attention à l'innovation pour l'innovation, alors qu'il y a déjà plein de belles solutions qui existent. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher plus loin, potentiellement. Oui, je ne pense pas avoir dit ça. Mais... Merci d'être venu et bonne réflexion. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous interpellent, si vous voulez participer à des événements, vous engager dans nos actions ou autre chose. Voilà. Et puis, bonne continuation. Et merci Xavier, vraiment d'être venu ce soir avec la Fondation Tara. Voilà. Merci à toi.